Mesdames, Messieurs, c'est avec joie, mais aussi avec une inquiétude et une tristesse certaine que je prends la parole pour cette ouverture de la 13e édition du Festival Transamérique. Commençons par la joie. Sortir de soi, aller à la découverte de l'autre, afin que, par le souffle des œuvres artistiques proposées, s'ébranlent nos certitudes, s'émiettent nos idées reçues et advienne le changement qui fera en sorte qu'un souffle nous agite, qu'un formidable mouvement nous emporte vers le meilleur. Pendant 14 jours, le FTA est l'hôte de plus d'une centaine d'artistes de danse et de théâtre, d'ici et d'ailleurs, des artistes de générations et d'horizons différents, qui ont la force et le courage de regarder le monde en face et de me dire « Voilà ce que j'en pense. Voilà l'œuvre que je crée et que je vous partage. » Ce partage est inestimable. La tristesse maintenant. Dans cette 13e édition du Festival Transamérique, jamais le chemin pour rejoindre le Canada n'aura été aussi ardu, tortueux, pénible, humiliant parfois. Pour des artistes ayant des passeports iraniens, burkinabés, camerounais, cubains, sud-africains. À cette heure-ci, la danseuse camerounaise Antonia Nawel, à qui on a délivré in extremis ce matin un visa à Yaoundé, est quelque part dans un avion qui arrivera à Montréal à midi, pour ensuite performer à 20h. Ses collègues burkinabés, moins chanceux, toujours en attente de leur visa, sont cloués à Ouagadougou. Cette situation est gênante, incompréhensible pour une terre qui se veut ouverte, accueillante et doit être corrigée de toute urgence. L'inquiétude maintenant, la grande inquiétude. Presque tout est dépassé, inopérant, il n'y a plus de certitude. Demain n'est pas assuré, le monde d'hier s'efface doucement dans un brouillard étrange. Les frontières de nos territoires, politiques ou intimes, physiques ou virtuelles, sont inadéquates et ne se correspondent plus à nos réalités multiples et changeantes. Nous vivons une époque tourmentée, haineuse, violente, une époque cruciale pour la suite de notre humanité. Nous sommes sur le point de perdre la majesté et la puissance de la nature. Cette nature qui nous donne vie, qui nous permet de respirer, de manger, de boire, d'aimer, de créer. Nous vivons dans un monde en révolution. L'an dernier, le Québec a permis la destruction de 444 hectares de milieux humides, milieux essentiels à la biodiversité, soit l'équivalent de 700 terrains de football. L'hiver dernier, nos populations d'abeilles sont essentielles à la pollinisation et par conséquent à l'agriculture et à ce que nous mangeons, a connu un déclin sans précédent de plus de 32%. Ces constats sont terrifiants. C'est pourquoi, à compter de maintenant, et ce, pendant les 14 prochains jours, je décrète que tous les lieux où le FTA se déploie soient désignés ruches et milieux humides. Que tous ces lieux qui se consacrent à l'art, à l'élévation de l'âme et de l'esprit, à l'avancement de la société québécoise, soient farouchement protégés. Je suis fière d'affirmer qu'ici, au quartier général du festival, dans une éthique d'éco-responsabilité, ce que nous offrons à boire et à manger est entièrement québécois. L'eau, on ne la vend pas, on l'offre. Nous ne vendrons aucun produit dénaturé par ces multinationales lubrifiées à l'huile de palme, irrespectueuses de l'environnement. J'invite tous mes collègues qui travaillent dans les lieux de spectacle à agir en ce sens. Je reconnais que je vis et travaille sur une terre peuplée des ancêtres de la nation canienne Kehaka, comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Je reconnais aussi que nous n'avons pas été à la hauteur de l'héritage des peuples autochtones qui ont pris soin de notre mère la terre. Oui, il faut planter au plus vite autour de nous 500 000 arbres. Nous avons été capables de bâtir pour plus d'1 milliard de dollars un stade en béton au toit, pas de toit. Nous sommes bien capables de nous offrir une forêt, en vraie forêt. Nous sommes en 2019. Le ciel est bleu. Je nous souhaite un beau et bon festival Transamérique. On constate ici une réelle prise de conscience de la part de l'humanité occidentale. Posez les bases auprès de nos auditeurs. Nous continuons notre investigation et revenons vers vous. Tu vas aller voter au président?
sentimentales sont déterminées par leur spécificité corporelle. Un toucan, parce qu'il a un corps de toucan, perçoit le monde de toucan et développe ainsi des pensées et des désirs différents de ceux d'un pied de manioc ou d'un humain. En l'agrandissant, l'idée peut être appliquée aux membres ou aux membres d'une même espèce. Chaque humain perçoit le monde au prisme de ses connaissances et de ses facultés. Quant à son espèce, sa culture et sa personne. Les connaissances et les facultés de chacun sont des outils permettant de composer un monde. Or, de même que le toucan ou le manioc ont l'illusion de voir le monde de manière objective, alors qu'en réalité, ils ne perçoivent qu'un monde de toucan et un monde de manioc. L'être humain, et plus particulièrement notre sujet, l'être humain occidental, pense voir le monde tel qu'il est. Si bien que lorsque quelqu'un constate qu'il compose son monde différent d'un autre, il a spontanément l'impression qu'elle se trompe ou qu'elle va mal. Parmi les outils de composition du monde, composés pour la plupart des occidentaux contemporains, l'un des fondamentaux est la séparation entre nature et culture. Cette séparation unifie la nature, la met à l'écart du monde des hommes et confère à tous ceux qui l'habitent, à peu de choses près, un statut d'homme. Associé à d'autres outils presque aussi fondamentaux, comme la notion du travail ou du progrès, conduit à l'exploitation sans limite de créatures qu'ils ont rejetées dans la sphère autonome de la nature. Cet outil, la nature, leur est si familier qu'il semble difficile pour eux d'identifier le rôle organisateur qui compose le monde. Pour y parvenir, il faut s'intéresser à des peuples qui n'en connaissent pas l'usage, comme les Indiens d'Amazonie par exemple, et aux erreurs d'interprétation que leur façon de faire ont pu causer pour les voyageurs occidentaux. S'il y a une première chose que les Indiens ont, c'est la retenue avec leur environnement. L'agriculture amazonienne se résume généralement à de minuscules jardins enclavés dans la forêt. Un peu de travail supplémentaire permettrait d'augmenter la taille et donc la production. Mais personne ne semble y penser. Si bien que les Indiens, ayant tellement de temps libre, ont été accusés de paresse. De même qu'ils n'ont jamais domestiqué les animaux, ce qui montrerait un manque d'ambition ou d'intelligence. À moins que... Pourquoi agrandir ces jardins quand ce que l'on a suffise amplement à nous nourrir? Pourquoi se lancer dans l'élevage alors que la chasse est une activité autrement plus ludique? Peut-être que les outils de composition du monde des Jivaros diffèrent simplement de ceux des Occidentaux, en particulier qu'ils font l'économie de la différence entre nature et culture. En Amazonie, pas de concept de nature. Aucun mot dans les langues indiennes ne la désigne. Les plantes, comme les animaux, sont considérées comme des personnes. Et les relations qu'elles entretiennent entre elles sont considérées comme des relations sociales. De même, il n'y a aucune hiérarchie centralisée établie dans l'organisation politique des Jivaros. Il n'y a souvent aucun chef. Et s'il y a un chef, c'est un porte-parole dont le pouvoir est celui de la parole. Un devoir qui consiste avant tout à rappeler au monde des choses qui connaissent déjà. Là aussi, le regard de l'être humain occidental se veut voir la différence et y voit l'expression d'un retard, d'une carence ou d'une anomalie. Pourtant, l'absence du pouvoir des chefs n'a rien de surprenant dans des sociétés qui cherchent simplement des personnes qui pourraient synthétiser ou verbaliser des aspirations communes. Un chef travaille pour l'intérêt de la société. Et non l'inverse. Et donc, en lui refusant d'exercer son pouvoir, On prévoit l'émergence d'une structure de type étatique capable de créer des inégalités. Et de les généraliser. Un chef a donc simplement besoin de savoir bien parler.
Chaque semaine, avec une assiduité rigoureuse, l'habitant de Rodez se pose à côté d'un fleuve, l'Aveyron, pour y pêcher des poissons. À l'aide d'un outillage technologique d'une sophistication admirable. Cette pratique est mentionnée dans les écrits de tous mes collègues. Sans être réellement approfondi. Nous trois avons pourtant l'intuition qu'il s'agit d'un joyau de la culture aveyronnaise, qui pourrait bien éclairer de son éclat des pans entiers de la cosmologie occidentale. Peu de capture de poissons, donc ce n'est pas un acte de survie. Mais donc l'habitant de Rodez se mentira lui-même, mort inconsciente, de mettre en question la distinction nature-culture. Cette explication nous semble simpliste. Nos recherches nous ont en effet permis de trouver que la vaste majorité des poissons capturés ont été élevés en bassines, puis relâchés dans le fleuve par les habitants de Rodez eux-mêmes. Ces derniers ne peuvent donc ignorer que les poissons qu'ils capturent appartiennent davantage à la sphère de la culture qu'à celle qu'ils appellent la nature. Nous pensons que la mise en scène doit être pleinement consciente pour remplir une fonction qui reste à déterminer. Faisons lumière sur les motivations qui président à cette capture rituelle de poissons. Nous avons une maîtrise de langage, du jeu de vocabulaire suffisante pour pouvoir maintenir une conversation sans éveiller le moindre soupçon. Wesh frère. Alors, ça mort? La semaine dernière, j'ai sorti un brochet d'1,10 m. La mise en scène fonctionne. Hypothèse confirmée. Par contre, aujourd'hui, pas une touche. C'est à cause de ces corbeaux, ils envahissent toute la région. Et on mobilise des êtres de la nature. Alors du coup, les poissons ne peuvent plus se reproduire à cause de ces saloperies, mais un jour... Le processus naturel était indépendant des activités humaines. La publication des résultats va faire les petites pompes. Un jour, moi, je vais régler ça au fusil, tu vas voir. La nature, la culture et la technologie au milieu. Les trois piliers cosmologiques sont présents. Je suis trop excité. Va donc lui poser la question. Dis-moi, frère, pourquoi vous pêchez pas directement les poissons dans les bassines plutôt que les rejeter dans le fleuve? Non mais qu'est-ce qu'il dit? Non mais il connaît rien, lui. Non mais peut-être dans les bassines, non mais... Nous en venons donc à la conclusion de notre présentation, mesdames et messieurs les ministres. En rejouant ainsi chaque semaine Inlassablement. Et si méticuleusement bien pensé. le mythe fondateur de leur rapport au monde. Les habitants de Rodez mènent sur le terrain symbolique un véritable combat identitaire, une lutte désespérée pour sauver de l'oubli une façon originale d'habiter la Terre, de vivre la condition humaine. S'il vous plaît, doit-on comprendre que vous vous opposez à l'interdiction de l'élevage de plus de centaines de poissons entassés dans quelques mètres carrés avant d'être lâchés quasiment sans nageoires et farcis d'antibiotiques dans un fleuve pollué? Ce que nous voulons dire, c'est que... Répondez à la question. Oui, nous nous opposons à l'interdiction. Mesdames et messieurs les députés, veuillez s'il vous plaît laisser nos invités finir. Merci. À notre avis, il est d'autant plus important de ne pas intervenir que ces pratiques deviendront bientôt inutiles. En effet, la violence de l'habitant de Rodez entretenir une illusion d'une nature autonome. Constituée d'êtres vivants qui sont consommés comme des ressources.
élevages ne sont qu'une étape de la culture avéronaise. Il est question d'attribuer à l'autre un statut de ressource naturelle, d'en faire un objet. En objectifiant autrui, il repeuple la sphère appelée la nature, sauvegardant ainsi envers et contre tout, avec une inventivité et une énergie admirables, leur façon d'être au monde. Pour vous, législateurs, il ne s'agira donc plus de savoir si vous venez en aide à un collectif de poissons sans porte-parole, mais de décider si vous laissez un groupe d'humains libre de choisir sa destinée cosmologique. C'est lui qui voulait terraformer Mars. De quoi tu parles? Je sais pas. Il y en a un qui voulait aller habiter sur Mars. Ah, mais non! Ça, c'est cheminade! Il n'est pas au gouvernement, lui. Non, Dieu merci! Il y a encore que des types pas drôles. Omar, Nicolas Hulot, lui au moins, c'est un écolo. Il va légaliser le shit. Je sais pas. C'est peut-être pas sa première des priorités, mais il va être attentif à nos problèmes. Pour l'instant, mon problème, c'est de savoir comment je vais me rendre au Technival, ce festival en Camargue. Tu crois qu'il pourrait me descendre en caisse? Je lui demanderai. Vous comprenez maintenant nos recherches et nos analyses? Ce changement de prise qui est si familier à nous semble décalé de l'être humain occidental. Les outils de composition de leur monde sont complexes. Peut-on envisager que d'autres... Mais. Continuons notre investigation, on en reparlera. Maman, peux-tu signer mon autorisation parentale? Ouais, tu vois, Chez les pneus de Bornéo. blablabla, le représentant légal, blabla, a bien conscience que sa fille ou son fils encourt le risque d'être dévoré au cours d'une cérémonie rituelle. Attends, ils sont anthropophages? Non, maman, c'est la même fait pour tout le monde. Juste signe. Ok, mais pourquoi tu irais chez eux en particulier? OK. Premièrement, ils sont nomades. C'est tellement cool. Deuxièmement, j'avoue un top qui est un très bon néon. C'est une espèce endémique qui est juste là-bas. C'est une chance dans une vie. Ouais, mais tu sais, tu pourrais aller chercher l'esprit arbitrage chez les Givaro. Moi, ça me tenterait vraiment. Maman, on en a déjà parlé. Je digère mal les plantes. Le Daruta va me défoncer. OK, je te promets, j'y vais à mon stage de licence. Ça va durer 3 ans. Mon corps va avoir plus de temps pour s'adapter. Excuse-moi,
faire de l'entomologie avec les amis. Chers amis, cette réunion du G20 est un peu particulière. En effet, nous devons prendre une décision consternée suite au résultat du récent référendum. À la question, les nations doivent-elles garder des États et des chefs d'État? Les peuples ont répondu oui. Pour quelle raison je l'ignore. Peut-être nos peuples ont-ils malgré tout un peu d'affection pour nous? Plus précisément, ça les amuse de nous voir nous tuer à des tâches ingrates. Mais je suis encore jeune, moi. J'ai des projets, des envies. J'ai pas envie de finir ma vie à faire des réunions et à écrire des lois qui n'intéressent personne. Je pense que pour vous, c'est pareil. Oui, mais il nous faut des solutions, des idées. J'ai une idée! Il faudrait être si mauvais qu'il nous destitue. Tu proposes ça à chaque réunion et ça ne marche jamais. On pourrait essayer d'être encore plus mauvais, manger les gens les uns contre les autres, ne nous occuper que de nos amis. Déclencher les gars, écoutez! Je sais que vous êtes nostalgique du passé, mais premièrement, nous n'avons plus le pouvoir de faire tout ça. Et deuxièmement, même si nous l'avions, on trouverait tout de même un moyen de ne pas nous destituer. Non, il nous faut un plan neuf. On a tous essayé de fuir. Qui donc dans une cabane en Sibérie ou dans une loge en Amazonie? Peu importe! À chaque fois, ils nous retrouvent et ils nous ramènent au palais présidentiel. De mon côté, j'ai caressé l'espoir que mon premier ministre accepte de prendre ma place. Mais malheureusement, il est parti s'installer aux îles Caraïbes. J'ai bien réfléchi. La seule solution, c'est la réincarnation. Et encore, faudrait-il être prudent, quand même en animal ou en plante, il serait capable de nous maintenir au pouvoir. J'ai étudié attentivement toutes les possibilités, et j'ai choisi celle-ci. Nous allons au site de la centrale de Rouen, en prétextant un contrôle de routine. La zone est complètement irradiée. Nous serons donc tranquilles. La centrale est bordée par une lagune, d'où viennent de nombreux grèbes huppés. Animal robuste, qui résiste aux radiations, mais dont l'âme part souvent vadrouille. Nous jeûnerons, nous boirons de l'ayahuasca et nous châterons des anates jusqu'à la désincarnation. Puis, nous tenterons de nous introduire dans le corps des crêpes. C'est immoral pour l'âme des crêpes que nous condamnerons à l'errance. Mais ce que nous font subir nos peuples le sont autrement plus. ZAD. Étymologie. Le sigle ZAD, acronyme de Zone à défendre, est le slogan utilisé par des militants ou activistes occidentaux français qui s'opposent à la réalisation de projets considérés comme inutiles, dangereux, coûteux, nuisibles à l'environnement, etc. L'objectif est de paralyser les projets en organisant des foyers de résistance avec une occupation physique des sites de travaux. Les zadistes sont les personnes engagées dans un ZAD et qui l'occupent. Leur fonctionnement est horizontal, sans porte-parole. Jusqu'alors, nous analysons ces ZAD et ces zadistes comme des outils de proposition très nouveaux à l'intérieur du monde des êtres humains occidentaux.
débarrassade, remet en question la propriété privée, les rapports de domination, la distinction entre nature et culture. Il semble que ces piliers de la cosmologie occidentale soient remis en question par les zadistes et que la narration employée par les puissants, selon laquelle aucun autre monde n'est possible, perd de son efficacité. Un sujet qui semble très intéressant de creuser dans nos recherches futures. 5, 6, 7, 8. Donc je vous invite à revenir sur le plateau. Bravo. J'en profite aussi pour remercier nos voisins du club qui ont accueilli le projet donc dans l'incubateur. Donc ces 16 joailleries et donc on puisse s'exprimer de manière aisée et grâce au soutien et à l'animation donc de Noémie et de Fanny. Le projet, le processus peut-être. Allez, Noémie, Fanny. Bonsoir. Alors en quelques mots, nous nous sommes rencontrés donc vendredi à 18h, tous les 16 plus 2, 18. Nous, on leur a proposé de travailler sur un BDiste qui s'appelle Alessandro Pignocchi et qui donc a écrit plusieurs BD sur le travail de chercheurs, dont lui-même, autour des Indiens Jivaros et de leurs différences et ressemblances avec le reste du monde. Comme vous l'avez vu, on a travaillé à deux, plutôt une partie texte, théâtre et plutôt une partie rythme, chant. Voilà. Et bravo! J'ai pas préparé, alors forcément, voilà, rien de spécial à dire de plus. Ils se sont... Alors, nous, on l'a plutôt très bien vécu. Après, ils vont vous faire part de leur ressenti. Mais juste se dire, ben voilà, c'était pas facile. Vous avez vu, il y avait des textes qui étaient complexes dans le fond, d'ailleurs, comme dans la forme. Mais de notre avis, ils s'en sont quand même très, très bien emparés. Et puis, du coup, je pense qu'on peut leur laisser la parole. Je vais avoir quelques porte-parole. Alors, comme vous êtes 16, peut-être court. Hein? Ouais. Bonsoir. Je m'appelle Frédéric. C'est ma première année au Extremado. C'est une expérience qui est vraiment extrême. Mais c'est vraiment le fun à vivre. Puis je pense que si on a la chance de le vivre au moins une fois dans notre vie, c'est vraiment une expérience qui est enrichissante. Puis tu rencontres plein de nouveaux mondes. Puis la dernière chose, notre cri d'équipe, la gang. Ici c'est... Chez vous! Bonjour. Je m'appelle Elliot, c'est la première année que je fais l'Extremado. Bonjour. Bonjour. Et j'ai rien de plus à dire. Salut, moi c'est Maïka. Bonjour Maïka. C'est aussi ma première année au Extremado. Donc c'est sûr qu'on n'a pas tous compris le texte au début, mais plus que ça a avancé, puis plus qu'on a compris, puis c'est vraiment le fun à faire. Bonjour, je m'appelle Colline. Bonjour Colline. Et ouais, comme elle a dit, au début, quand on a lu le texte, je suis rentrée chez moi, j'étais là.
Wow! Finalement, non, ça va. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Bonjour Elisabeth. En fait, j'attendais, je m'en attendais. Donc, c'est ma première année, puis c'est ça, je suis fière. C'est ça. Bonjour, moi c'est Loïc. Bonjour Loïc. Bon, c'est un peu répétitif maintenant, mais bon. Non, c'était vraiment super. Merci beaucoup, merci à tous. Bonjour, moi c'est Mia. Bonjour Mia. Moi c'est ma deuxième année. J'ai fait partie du premier voyage des Québécois il y a 2 ans, au Nevada 4. Et sincèrement, en venant ici, je ne m'attendais pas à vivre une expérience comme ça la première fois. Alors, c'est sûr que je m'attendais quand même. La barre était quand même mise assez haute pour la prochaine expérience que j'allais vivre ici. Mais je savais très bien que j'allais vivre une belle expérience. Et sincèrement, je suis vraiment pas déçue. Puis j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires. Là. Je serais triste d'avoir à un jour juste partir puis plus jamais vous entendre parler de vous. Là. Je m'attends à vous reparler après. Bonjour, moi c'est Andréane, c'est ma première année à Extremado. J'ai essayé de parler vite pour pas que vous le fassiez. Ben, c'est fou comme on a eu du fun. Le texte était vraiment bizarre, mais on a réussi à surmonter ça. Puis je suis vraiment contente de vous avoir rencontré tout le monde. Alors, je m'appelle Léna, c'est la 3e fois que je fais le Novado, la première fois que je fais les Extremado. Alors, on n'a peut-être pas twerké sur scène, mais on s'est quand même vachement amusé, donc voilà. Donc, pour des raisons évidentes, je ne donnerai pas mon prénom. Moi, j'aimerais juste dire... Moi, j'aimerais juste dire merci Fanny, merci Noémie, merci tout le groupe, merci vous d'être venus, merci la régie, merci d'être Bonjour, moi c'est Tom. C'était juste génial. Ce week-end était génial. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, c'était vraiment une expérience de fou avec une gang de fous. J'ai adoré ça. Ouais. Merci. Moi, c'est Aurélie. Puis je suis québécoise, tabarnak. Donc, bonjour, moi c'est Donc, oui, moi c'est Benjamin. C'était ma première fois à Extremado et j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai la langue sèche, donc je pense qu'il faut aller à Rose. Avant de commencer puis de me présenter, je vais juste dire que ça fait déjà 14 personnes qui sont passées avant moi, donc je vais vous abréger les souffrances. Mon nom c'est Léa Rose, inutile de me saluer, bonjour. L'expérience était incroyable. J'ai vraiment le goût de le refaire, même si ce sera sûrement pas possible. En tout cas. Je vous aime, gang. Merci Fanny, merci Noémie. Un, deux. Oui, bonjour, je suis Julie. C'était mon premier Extremado, c'était vraiment génial. Ça a demandé beaucoup de travail. En une journée, on a pu faire 12 heures de texte. C'est pas rien. Et on a rencontré des personnes super. Merci à tous les Québécois qui ont fait le déplacement. C'est tout. Merci à vous. Regardez toute cette énergie. Hein. Voilà, tout le temps. Et puis il y en aura d'autres, aux Extremado. Hein. Il n'y a pas de problème, hein. Que ce soit ici ou au Québec, hein, d'ailleurs. Allez. Bravo à tous. Merci. Je vous invite à regarder votre